Parce que comme l'a dit tantôt le modérateur, depuis quelque temps, il y a un débat qui agite la classe politique. Le débat sur les réformes. C'est un débat qui date de plus de 10 ans. Depuis la signature de l'accord politique global en 2006, on parlait même déjà de réforme quand nous avons commencé le processus de démocratisation. Mais la question est beaucoup plus lancée avec les réformes et la PGI. Ça fait 10 ans. Ce qui est malheureux, c'est que nous n'avons pas réussi à avoir ces réformes avant l'organisation du scrutin présidentiel de 2015. C'est dommage. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous voudrions aujourd'hui avoir ces réformes parce que pour certains d'entre nous, sans ces réformes, le Togo n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans ces réformes. Sans ces réformes, nous aurons toujours des élections frauduleuses. Sans ces réformes, nous aurions toujours un pouvoir politique corrompu. Et sans ces réformes, nous aurions, et c'est ça qui est le plus important, une présidence à vie. Les derniers événements nous ont encore démontré que eh bien, tout le monde se préoccupe de ces réformes. Je me souviens qu'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, le CACIT a organisé un débat. J'y étais. Et au cours de ce débat, le représentant du Parti uni a cru bon de voir dire que la PG est caduque. Je n'étais pas étonné du tout. Moi, je suis plutôt étonné que les gens aient été étonnés qu'il ait déclaré ça. Parce que le président de la Cour constitutionnelle avait déjà dit, ceux qui sont vraiment des observateurs de la vie politique et qui enregistrent les événements doivent constater que le président de la Cour constitutionnelle a déjà dit que la PG était caduque. En réalité, M. Florent Maganaoué n'a fait que dire tout haut ce que l'on pense tout bas au Parti uni. C'est clair. En Allemagne, il n'a pas souvent l'habitude de s'exprimer sur les questions politiques à l'intérieur, mais quand il sort, il s'exprime. Il s'est exprimé à Prague, il s'est exprimé la dernière fois à Berlin, en Allemagne, où il a dit que la question lui a été posée sur comment est-ce qu'il entrevoit la limitation d'un mandat présidentiel. Donc il a déclaré que, en fait, cette question-là, ça ne devrait pas être une préoccupation unanime pour tous les États africains. On doit pouvoir l'étudier au cas par cas. Donc cela veut dire que la limitation des mandats est bonne dans certains pays et dans certains autres non. C'est ce que le chef de l'État voudrait dire. Dans la même interview, il a dit que, en fait, quand on parle de la limitation des mandats, ça renvoie aux enjeux du pouvoir. C'est-à-dire qu'il pense que, en réalité, ceux qui disent ça, ils ne visent que la conquête du pouvoir. Ce que moi je trouve légitime dans un État, parce que tout le monde, tous ceux qui sont citoyens, ont le droit de nourrir des ambitions pour conquérir le pouvoir. Surtout que dans notre pays, il y a plusieurs partis politiques. Nous sommes dans un système multipartite. Donc il est normal que des gens aient de l'ambition pour arriver au pouvoir. Le chef de l'État dit que quand on parle de la limitation du mandat, c'est un enjeu du pouvoir. Et puis, achevant son intervention, il a dit qu'en réalité, cette question-là, il appartient aux intellectuels et aux universitaires de se prononcer là-dessus pour nous dire exactement le sens dans lequel nous devrions aller au Togo. Alors que tout le monde sait que la question a été déjà réglée dans la Constitution de 1982. Et dans cette Constitution, et pour cette Constitution, j'allais dire, les intellectuels et les universitaires se sont prononcés, les populations se sont prononcées, et même le parti RPT à l'époque a voté, ou en tout cas a appelé à voter pour la Constitution de 92. Et la Constitution de 92 a prévu la limitation du mandat. Article 59, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc voilà un peu les questions qui agitent le pays aujourd'hui. Du côté de l'opposition, ceux qui croient
dans ces réformes et qui pensent que sans ces réformes, le pays n'a pas d'avenir, disent qu'il faut absolument faire ces réformes-là. Comment y arriver? Donc, dans le pays, il y a deux volontés qui s'opposent et qui s'affrontent même, j'allais dire. D'un côté, il y a une volonté qui exprime le refus d'opérer les réformes. Et de l'autre, une volonté qui dit qu'il faut absolument faire ça. Le débat d'aujourd'hui. Le pouvoir politique et la puissance populaire. Le pouvoir et la puissance. Alors, nous allons faire un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est la capacité à commander et à contraindre à l'obéissance. Quand on a le pouvoir, on commande et on contraint à obéir. Ceux qui ne veulent pas obéir aux commandements, aux ordres, aux lois, aux décrets, etc., on les contraint à le faire. Donc le pouvoir politique, comme l'a dit Julien Freud dans son livre « L'essence du politique », le pouvoir, c'est le commandement et l'obéissance. Alors, pour commander, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des institutions, un gouvernement, une administration, des institutions pour commander. Et pour s'assurer de l'obéissance de ces commandements, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des forces de défense et de sécurité. Il faut la justice, enfin, des cours de justice, j'allais dire, parce que la justice, c'est ce qui est juste, c'est le droit. Mais là, je peux parler des cours de justice, parce que nous savons que dans notre pays, les cours de justice ne disent pas la justice, ne rendent pas la justice, ils ne disent pas tout. Donc, il faut des cours de justice, il faut des forces de défense et de sécurité. Et il faut un principe. Et le principe, c'est lequel? Ce principe a été posé dès que les États sont nés au 7e siècle. On dit que l'État a le monopole de la violence légitime. L'État a le monopole de la violence légitime. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans tout État, les acteurs qui dirigent l'État peuvent exercer la violence, soit parce qu'ils veulent contraindre à l'obéissance, soit parce qu'ils veulent, par exemple, déférer un malfrat devant les cours de justice, ou soit parce qu'il y a des manifestations qui vont poser des troubles à l'ordre public et l'État exerce la violence légitime. C'est pour cela qu'en sciences politiques, on dit l'État a le monopole de la violence légitime. Alors, l'État a le monopole de la violence légitime parce que l'ensemble de la communauté a conféré à l'État des instruments pour exercer cette violence. Mais cette violence, on doit l'exercer pour la préservation de l'ordre public. On doit l'exercer pour la paix civile et pour assurer le commandement. Dans les régimes de dictature, eh bien, parfois ceux qui arrivent au pouvoir développent des ambitions personnelles qui sont aux antipodes de l'intérêt général. Et donc ce monopole de la violence légitime, on l'exerce pour soi. On l'exerce contre la population. Les instruments de violence, ces instruments de violence, c'est les forces de l'ordre de sécurité, les armes, les bâtons, les gaz lacrymogènes, etc. Ce sont les instruments de violence qui sont en possession de l'État. L'État les utilise pour s'assurer de son maintien et contre l'intérêt général et contre les populations. Et là, nous sommes dans un régime de dictature. Mais au Togo, Dieu merci, nous ne sommes pas dans un régime de dictature. Parce que quand on connaît la définition même de la dictature, c'est lorsqu'une seule personne exerce un pouvoir de façon absolue et confisque toutes les libertés. Mais ici, nous avons quand même des libertés. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un régime de dictature. Mais nous sommes les origines du totalitarisme pour comprendre qu'elle explique bien, la philosophe explique très bien que le totalitarisme, c'est lorsque l'État pousse ses ramifications dans tous les profils du pays. Et
c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. L'État a pris l'administration, vous allez dans l'administration, c'est l'État. Toutes les institutions, c'est l'État. L'Assemblée nationale, c'est l'État. Moi, j'étais la dernière fois à Bamako. On m'a expliqué que au sein de la majorité qui soutient Ibrahim Boubacar Keïta, c'est là où il y a véritablement du bouillonnement. Le gouvernement peut envoyer des lois à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui votent contre, mais qui sont de la majorité. Donc il y a un gouvernement. Il n'y a pas une assemblée mouton où les gens suivent tout ce que le gouvernement dépose comme projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais ici, eh bien, l'Assemblée nationale aussi est pour le pouvoir politique, est pour le parti unique. L'ensemble des institutions, l'administration, c'est pour le pouvoir unique. En réalité, nous sommes dans ce qu'on appelle le parti État. C'est-à-dire que l'État est un phase, mais normalement, le parti au pouvoir doit occuper une partie de ce phase et les autres partis politiques aussi occupent des parties de ce phase. Mais nous sommes dans une configuration politique où le parti au pouvoir occupe tout le phase, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le parti État. Et quand on est parti État, on est un pouvoir total. Quand on est un pouvoir total, on est dans le totalitarisme. Et aujourd'hui, l'une des notions essentielles du politique, ce que Julien Freud appelle le commandement, le public et le privé, l'un des éléments qui fondent le pouvoir politique, ou en tout cas le politique, c'est le public et le privé. Dans tout État, il y a un public et un privé. Mais dans le cas du Togo, eh bien, le privé lui-même aussi est occupé par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être une entreprise et avoir des marchés publics si vous n'êtes pas proche du parti unique, si vous n'êtes pas un parent du chef de l'État, si vous n'appartenez pas à une communauté culturelle et ethnique. Donc, et l'économie. Je fais bien la nuance en disant que nous ne sommes pas vraiment dans une dictature, parce que quand vous parlez de dictature, on vous dira, mais vous avez quand même la liberté d'organiser des conférences comme celle-ci. Vous avez la liberté de presse, vous avez la liberté de vous exprimer. Donc ça n'est pas une dictature, mais ça, c'est un régime totalitaire. Le pouvoir est total. Et donc il faut constater aussi que dans un État, le peuple est puissant. Les populations sont puissantes. Parce que j'évite de parler du peuple parce qu'on va vous dire, eh bien on n'a jamais vu le peuple avec un chapeau sur la tête et une canne dans la main. Ce qui est vrai. Parce que quand vous allez aujourd'hui du côté du parti uni, on va vous dire, ben, nous aussi, c'est une partie du peuple qui a voté pour nous. Donc vous parlez du peuple pour qui et dans quel camp. Donc en réalité, moi je parle des populations. Les populations sont puissantes. Parce que les populations ont une force potentielle. Et justement, c'est cette force potentielle que les populations délèguent aux représentants de l'État à travers le suffrage universel. Parce que les représentants de l'État ne sont rien si le peuple qui a cette force potentielle, qui est la puissance, ne va pas voter pour leur déléguer la force. Donc le peuple est naturellement puissant, les populations sont naturellement puissantes. Alors, lorsque à un moment donné dans un pays, le pouvoir politique est dans une posture corrompue, parce que quand la violence légitime est corrompue, eh bien on l'utilise contre la population. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors donc pour arrêter ce pouvoir politique dont la violence que nous lui avons donné d'exercer pour le bien-être est corrompue, il faut lui opposer la puissance populaire. Donc il n'y a que la puissance populaire qui soit capable d'arrêter la furie ou la folie du pouvoir politique. Alors, nous en venons à la conclusion, après cette démonstration, que la puissance
est au-dessus du pouvoir. La puissance est au-dessus du pouvoir parce que c'est la puissance populaire qui a conféré le pouvoir à ceux qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de l'État. Donc la puissance populaire est supérieure au pouvoir politique. De même que la puissance du soleil est supérieure puisque vous ne pouvez rien faire contre le soleil. Vous ne pouvez pas l'empêcher de se lever. Vous ne pouvez pas l'empêcher de briller parce que le soleil va vous briller. Le soleil est plus puissant que tous ceux qui ont des pouvoirs artificiels, les sorciers et tous les autres. Bon. Donc, j'ai envie de démontrer que la puissance populaire est au-dessus du pouvoir politique. Ça, il faut le savoir. Et je n'ai pas l'impression que dans notre pays, on l'ait compris, on l'a expérimenté, mais on ne l'a pas souvent compris. Parce que si le peuple avait compris, si les populations avaient compris qu'elles ont une puissance qui est supérieure au pouvoir politique, pourquoi la situation dans laquelle nous sommes aura tant duré? Pourquoi cette situation dure si on peut opposer la puissance populaire au pouvoir pour la quitter? La situation dure. Alors, donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est opposer la puissance populaire au pouvoir politique. Et puis j'ai envie de démontrer aussi que souvent, ceux qui recherchent le pouvoir, c'est ceux qui ne sont pas puissants naturellement. Le soleil ne recherche aucun pouvoir, il est puissant naturellement. Jésus était venu sur terre, il est l'envoyé de Dieu, il est Dieu, il était puissant naturellement, il aurait pu prendre le pouvoir en Israël, il n'était pas intéressé parce qu'il a la puissance, il n'a pas besoin de pouvoir. C'est ceux qui sont faibles la plupart du temps qui ont besoin de pouvoir. Et l'expérience l'a montré. En 63, quand Yadema prenait le pouvoir, c'était rien du tout, c'est Jean-Marché, tout ça. Donc, il avait besoin, ou en tout cas, son clan, le comité insurrectionnel, tout ça, avait besoin de ce pouvoir pour peser devant une élite qui avait obtenu l'indépendance, qui était instruite, qui avait des moyens, etc. Donc, il pensait que pour contrebalancer ce rapport de force naturelle que détenait l'élite nationaliste, il avait besoin de pouvoir, les instruments de violence. Ils ont opéré le coup d'État. Et quand il a opéré le coup d'État, ce qu'il a fait, c'est de créer une armée, c'est de corrompre l'ensemble des institutions, les mettre à son profit pour contrebalancer la puissance naturelle. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui ont besoin de pouvoir, ceux qui veulent rester au pouvoir, la plupart du temps, c'est les gens faibles. Les gens puissants n'ont pas besoin de pouvoir.